Bonjour à tous. Merci d'être là pour cette rencontre. Merci évidemment au Storygraph et au Tomorrow Stories Festival de nous avoir donné cette carte blanche. Et merci aussi au Centre culturel Bellegarde de nous accueillir. Donc, en attendant que tout ça se mette en place, je vais vous présenter un petit peu notre structure. Donc, Occitanie Film est une association qui a pour mission de dynamiser la filière audiovisuelle en région Occitanie. Donc, nous avons 4 missions principales: attirer et accueillir les tournages, valoriser les professionnels de la région et organiser des rencontres professionnelles, organiser des actions et des activités liées à l'éducation à l'image, et enfin diffuser, programmer les films en lien avec la région. Donc ça, c'était pour vous présenter un petit peu la structure à laquelle Tomorrow Stories a donné une carte blanche. Et donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Vanessa Piquemal, alors chargée de la médiation. Je reprends mon petit papier parce que c'est pas évident. Chargée de la médiation et du développement culturel des sites du Pays Cathare pour le département de l'Aude. Voilà, donc merci Vanessa d'être avec nous. Et Pierre Catan, auteur, réalisateur, producteur. Plusieurs casquettes que je vais détailler dans quelques minutes. Voilà, donc pour vous les présenter plus en détail. Donc je vais commencer par Vanessa. Alors, donc Vanessa, en gros, elle est manager de projet. Voilà, on va dire ça comme ça. Ses domaines de prédilection sont la culture, les arts et le patrimoine. Tu accompagnes les projets depuis l'émergence jusqu'à leur réalisation et tu coordonnes tous les acteurs qui travaillent sur le projet. Et tu travailles également sur la médiation culturelle et citoyenne liée à la nouvelle candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO de la cité de Carcassonne et ses châteaux sentinelles de montagne. Donc voilà, tu pourras nous en dire quelques mots. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou je passe à Pierre? On passe à Pierre. Alors, Pierre, ça y est, Pas encore, bientôt, presque. Bon, bah, je vais parler de toi et puis voilà, comme ça tu m'entendras pas. Donc producteur, auteur, réalisateur, comme je le disais, tu as cofondé le magazine d'actualité TOC en 2003, dont tu as été le rédacteur en chef jusqu'en 2007. Tu as produit des courts-métrages, des films documentaires, des magazines pour la télévision. Et en 2012, tu as fondé le studio de création interactive Small Bang. Donc avec Small Bang, vous avez développé beaucoup de projets, les applications Cinema City avec Arte en 2013, Bird Lab avec Viginature en 2014, les saisons Morphosis avec France Télévisions en 2015, Falaina qui a été présenté l'an dernier au festival. Voilà, au cinéma Gaumont, qui a reçu un Peabody Award, et Fugue VR, donc, qui a été réalisé par Michel Riac sur une chorégraphie de Johan Bourgeois. Et donc ça, c'était plus récemment à la Biennale de la danse en 2019. Ah, moi j'avais 19, alors tu vois, petite erreur. 18. Et en 2019, nous y arrivons, enfin, 2 applications. Donc, Pays Cathare, le guide, et Castrum, jeu sur mobile. Donc, on va commencer par évoquer un petit peu l'origine du projet. Donc, Vanessa, est-ce que tu veux bien nous expliquer un petit peu quel est le travail qui a mené une collectivité à imaginer l'utilisation du numérique pour dynamiser un territoire, pour valoriser un territoire, et qu'est-ce qui vous a mené à penser à ces applications? Bien, donc c'est effectivement le département de l'Aude qui était à l'origine de cette commande des 2 applis. En fait, on s'inscrit dans un cadre de développement économique. Donc là, on est à la croisée de chemins qui ne se rencontrent pas forcément de manière naturelle, c'est-à-dire à la fois l'économie, le tourisme, le patrimoine et la culture. Et donc, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est effectivement le résultat de cette symbiose. Donc, le département de l'Aude, depuis plus de 30 ans maintenant, est engagé dans le développement local et a fait le choix de valoriser son patrimoine culturel, à savoir ses abbayes et ses châteaux, pour en faire un levier de développement économique, en faisant le pari que la qualité de ces sites pouvait être suffisamment attractive pourvu qu'elle soit visible
à l'extérieur, donc à l'extérieur du département, et permettre à l'ensemble du tissu audois de se développer autour de ces sites. Donc ça, c'est une démarche qui s'est enclenchée il y a déjà 30 ans. Et donc, il y a maintenant une petite dizaine d'années, il a fallu revenir remettre le métier sur la table et se dire, bon, on avait été innovant, le département avait été innovant il y a 30 ans dans cette mise en réseau du patrimoine, mais il avait un peu laissé, on va dire, filer son offre pour les visiteurs, qui était devenue d'une certaine manière un peu obsolète dans la qualité des outils de visite pour les visiteurs, donc sur les châteaux et les abbayes. Et donc la commande du département était de remettre à niveau et de moderniser de nouveau tous ces dispositifs de visite dans un contexte plus large qui était la remise en chantier de ce programme de développement local qui est le Pays Cathare. Donc la commande en termes de médiation était de dire comment est-ce qu'on renouvelle les outils de visite, et on se tourne vers des clientèles. Là, on parle de clientèle parce qu'on est dans le monde du tourisme culturel. Comment on capte ces nouvelles clientèles, à savoir notamment le public familial qui, au vu de nos études de public sur les sites, était en défaut, en tout cas devrait être davantage présente. Donc comment est-ce qu'on va chercher des clientèles familiales? Comment est-ce on continue de répondre à des clientèles qui sont déjà curieuses de nos sites, c'est-à-dire un public aussi d'aile de saison, curieux de culture et de patrimoine, et donc comment est-ce qu'on s'adresse à eux, ou on utilise des outils pour aller les chercher. Et donc de là se pose la question de la médiation du patrimoine, et donc on est autour de 2013-2014. Évidemment, la question du numérique est quand même au cœur déjà du sujet, et donc on a 3 entrées au département, enfin 3 axes de travail qui préfigurent tous ceux qui nous amènent jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois la notion de territoire, puisqu'on est un département, donc on doit de couvrir l'ensemble du territoire audois, un réseau de 20 sites, châteaux, abbayes et cités médiévales, dont la cité de Carcassonne, et puis une réflexion sur les nouvelles manières de faire la médiation du patrimoine, en l'occurrence l'idée qui s'impose, qui est la narration, puisqu'on a la chance d'avoir une homogénéité de sites qui sont des sites médiévaux, qui racontent une histoire commune qui est celle de la période du catharisme et de la croisade, et donc une unité, on va dire, de lieu, une unité de personnages, une unité de temps, et donc là, tous les ingrédients sont donnés pour la narration et pour basculer dans un système donc de narration numérique. Et donc c'est là que tu interviens, Pierre, parce que tu réponds donc donc vous lancez un appel à projet. Alors, juste pour finir dans le processus, on a 3 ans de travail préalable où on remobilise l'ensemble des acteurs du territoire, c'est-à-dire les agents des sites, les élus. On construit ensemble le projet, dire qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on veut faire ensemble dans cette idée de projet de narration transmédia. Donc là, on est assisté par un premier bureau d'études qui nous aide à concrétiser notre idée et nos objectifs dans cette vision de territoire. Et on sort donc un appel à projet au bout de 3 ans de ce travail déjà collectif, qui est la phase de réalisation, donc où on est à la fois donc sur un dispositif transmédia, où il y a à la fois un site internet. Le projet, c'est 2 applis et des modalités de visite papier, parce qu'on reste aussi sur des formats traditionnels de visite. Tout ça étant une architecture transmédia dans laquelle vient donc s'inscrire de manière très forte l'écriture donc de ces 2 applications. Et donc là, c'est effectivement l'agence Smallbang qui est désignée lauréat de l'appel à projet et qui prend le projet à cette étape-là de la construction et qui l'enrichit ensuite, comme voilà, Pierre, tout le travail des 14 mois de travail de Smallbang. Donc, est-ce que tu peux nous décrire? Donc, vous avez répondu à l'appel à projet. Je crois que tu me disais que c'était effectivement qu'il était assez précis. Donc, vous avez répondu, on va dire, dans les cases. Est-ce que tu peux nous décrire donc Pays Cathare et
et Castrum. Après, on va rentrer dans les applications. Est-ce que voilà, tu peux nous dire comment vous avez répondu à cet appel à projet? Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Donc on a des petits soucis techniques comme vous avez pu le remarquer, mais c'est pas très grave, puisque ces deux applications, puisque les deux applications sont gratuites et vous pouvez les télécharger sur les stores Android et Apple. En réalité, ça commence en novembre 2017 avec la publication de cet appel d'offres qui, pour Smallbank, est un peu une première expérience de répondre à un marché public de cette manière, et ça correspond exactement au genre de projet qu'on veut faire. Le studio s'est engagé depuis plusieurs années dans une exploration des nouveaux formats de narration et s'est engagé aussi dans l'exploration de comment on met en lien, à travers le numérique, des êtres humains avec un contexte physique, public. Donc l'espace public, comment est-ce que, on va dire, la création numérique peut permettre de nous remettre en lien les uns avec les autres et de ne pas considérer le numérique comme une fin en soi ou comme un écran final, mais comme un écran d'intermédiation entre nous et le monde. Et dans cette perspective, le fait que le service public, c'est-à-dire qu'un département comme l'Aude, ait réuni autant de moyens en ayant, je laisserai Vanessa peut-être le raconter plus tard, mais en ayant quand même organisé, et c'est hyper important de le dire, une ingénierie financière qui combine des financements européens, régionaux, départementaux, pour venir définir une stratégie touristique autour de ces 20 sites. Donc je vous rappelle, j'aurais adoré vous montrer la carte, mais là on a un petit problème technique, je ne peux pas parler et le régler, mais c'est pas très grave. On parle donc dès l'appel d'offres, il y a une dimension monumentale à ce projet, puisqu'il s'agit de raconter dans deux applis 20 sites, 20 monuments, qui sont 10 châteaux, 7 abbayes, 2 cités médiévales, donc Carcassonne, l'autre étant Fangeau, et un musée qui est le musée de musique médiévale du Carcorbe. Ces 20 monuments, ces 20 sites, sont tous ensemble traités en même temps dans une seule appli de visite qui va devenir le guide de voyage avec les balades augmentées. Et de l'autre côté, avec une autre approche d'écriture et une autre modalité de visite, on développe un jeu vidéo qui se joue en partie à distance et en partie dans les sites. L'idée étant que pour les deux applications, on peut les télécharger de n'importe où dans le monde, découvrir et s'initier à la culture occitane médiévale, à l'histoire des Cathares, à l'histoire de la lutte contre l'hérésie qui va amener, après les croisades, à l'Inquisition, qui sont quand même des pages d'histoire fondamentales dans l'histoire européenne moderne, si on considère qu'à partir de l'an 1000 et du Moyen-Âge, on est quand même dans une histoire qui détermine nos cultures actuelles. Et ce qui est merveilleux dans cet appel à projet, c'est que, enfin, dans cet appel d'offres, c'est que il s'agit d'un service public. Donc pour nous, enfin pour Smallbank, ça faisait exactement partie de ce qu'on voulait faire. On voulait mettre à disposition, mettre à profit tout ce qu'on avait exploré depuis quelques années dans le cadre du renouvellement du service public. Et c'est-à-dire comment est-ce qu'un service public territorial assuré par le département avec toutes les parties prenantes du tourisme, comment est-ce qu'une stratégie digitale pouvait permettre, avec des moyens et avec de l'ambition, de dynamiser un territoire et de mettre en lien tous les acteurs de ce territoire. Ce qui est très intéressant, juste pour poursuivre la chronologie dans laquelle on s'est mise, c'est que d'abord il s'agissait d'un appel d'offres négocié, avec une procédure négociée. Ça, c'était déjà très intéressant, puisqu'il y a eu 2 phases de dépôt de dossier, avec un dialogue systématique. D'abord, il y a eu une dizaine de candidatures. Le département en a retenu 4, donc nous étions 4 équipes finalistes, et il y a eu, avec les 4 équipes, un dialogue nourri sur la base de la première proposition qui a permis à chaque équipe d'ajuster le tir, d'entendre
et de dialoguer avec le département et toutes les parties prenantes du projet pour essayer de voir comment, de cette première version de proposition, on pouvait cheminer vers quelque chose déjà qui était quelque chose de concerté, de coélaboré entre la vision que chaque équipe se faisait du projet et les attentes du département, mais pas que du département, j'y reviendrai plus tard. Et notre dossier de candidature finale qu'on dépose après un grand oral qui a lieu le 22 février 2018, notre dossier final fait 174 pages. Il traite les 2 applications, les 20 sites, la méthodologie, les démarches, une liste de fonctionnalités, et on avait déjà ébauché ce qu'on appelle je vais franciser les choses parce que c'est chiant, on parle tout le temps avec des mots anglais, donc des voyages d'utilisateurs, donc des parcours utilisateurs, et on avait pris une famille, et on avait montré comment cette famille allait utiliser les 2 applications. Qui pour nous n'était pas une application pour adultes et une application pour enfants sous prétexte qu'il y avait du jeu vidéo et que ça s'adressait à l'enfance. Nous, on fait des jeux vidéo à Small Bang, on est tous joueurs et joueuses à l'âge adulte, et donc on a tout de suite considéré que c'était plutôt 2 modalités de visite et que chacun choisirait, et que dans une même famille, au sein d'un même couple, dans un même groupe d'amis, il pouvait très bien y avoir des gens qui allaient cheminer dans le site avec le jeu et d'autres qui allaient le faire avec le guide de voyage. C'est la raison pour laquelle, j'essaye de ne pas donner trop d'infos en même temps, si vous êtes perdu, on peut tout à fait s'interrompre et revenir sur les choses, mais c'est la raison pour laquelle et le jeu et le guide de voyage ont les mêmes points d'intérêt donc, dans les sites. Donc ces 20 monuments, d'abord ils sont très disparates. On parle de la citadelle, par exemple, on parle de la cité médiévale de Carcassonne. Peut-être que vous, comme c'est pas loin d'ici, peut-être que vous la connaissez et que vous l'avez déjà arpentée. Il y a 1,5 million de visiteurs par an. Et ça, on le traite. Et c'est tout l'intérêt du service public, c'est qu'il y a un traitement à égalité de la cité de Carcassonne et de l'abbaye de Saint-Papoul, par exemple, qui a beaucoup moins de visiteurs. Et les 20 sites ont un traitement identique. Il y a pour chacun de ces sites 10 stations, donc 10 stations dans la balade augmentée du côté du guide du voyage et 5 mini-jeux du côté de Cast-Room, du jeu vidéo. À partir du moment où, tout début avril 2018, on remporte le marché et qu'on est extrêmement heureux, on met en place un travail d'écriture. Et ce travail d'écriture, qui est un travail d'écriture en co-conception et en co-construction avec toutes les parties prenantes sur le territoire, conduit à terme l'équipe que Small Bang et l'agence d'urbanisme et de paysage Oikos, qui est co-traitante avec nous. Donc on a fait une candidature à 2 avec des urbanistes et des paysagistes, parce qu'on voulait qu'il y ait une approche des paysages dans la narration. Et ça faisait partie de la commande, du cahier des charges Absolument. initial. Voilà. Et du coup, on a réuni beaucoup de métiers pour essayer d'avoir une approche assez globale de l'Aude et de tous ces monuments merveilleux. Et à partir du mois d'avril commence la phase d'écriture qui nous conduit d'avril à, on va dire, septembre 2018 pour ce qui est de l'immersion sur le terrain. Et ensuite, de septembre 2018 à février 2019, pour ce qui est des ateliers d'écriture, de co-construction et de co-conception et de validation scientifique. Donc, juste un mot sur ce travail, parce que quand on parle d'application, on a l'impression qu'il s'agit de développeurs barbus en slip devant leurs écrans toute la journée et qui ne voient jamais le soleil. Voilà. C'est pas du tout comme ça qu'on a entrepris la chose. Nous, on est tous avec... nos entreprises sont à Paris. Et donc, on a décidé de s'immerger complètement dans le territoire, de se faire imprégner par la découverte de ces sites, de ces monuments, de leur histoire, de la culture qui les matrice. Et on a passé globalement 4 mois sur place à vivre on a découvert le réseau d'accueil paysan.
Je fais une petite parenthèse, Accueil Paysan, c'est un réseau absolument formidable où vous pouvez aller dormir chez les paysans et vivre un peu avec eux. Et c'est absolument merveilleux. Dans des endroits, par exemple, dans certains endroits des Corbières, il y a très peu de solutions d'accueil et d'hébergement. Les hôtels, il n'y en a pas. Les chambres d'hôtes, les seules chambres d'hôtes qu'on a, c'est chez les paysans. Et c'est absolument merveilleux. On a comme ça arpenté le territoire. Et on a travaillé avec les agents des sites, qui sont des gens absolument passionnés et possédés par leur lieu, qui les portent à bout de bras. Et on a notamment, on a réuni Vanessa a réuni, je ne veux pas exagérer dans les chiffres, mais je crois que mi-avril, tu as réuni à Saint-Hilaire 80 personnes. 80 personnes qui sont... Et donc, on a fait une journée entière, tous ensemble, où on a expliqué la démarche, non pas de l'acte 2, qui était pour tout le monde extrêmement familière, puisque vous y travaillez déjà depuis 3 ans, mais on a expliqué un peu notre démarche d'écriture. Et quand on a réuni ces 80 personnes, donc des agents de site, des élus, des historiens, des archivistes, des archéologues, tous dans le même lieu, on a présenté notre méthode et notre démarche, les outils qu'on allait déployer, que je pourrais vous montrer à l'écran derrière si la technologie était avec nous ce matin, mais ce n'est pas le cas. Tu penses qu'on ne va pas du tout pouvoir naviguer ? Moi, je pense un peu chaud. On peut essayer avec le téléphone ? Ouais. Ouais, on va... Je vais vais m'interrompre une seconde et je vais essayer de vous montrer quand même... Peut-être juste le temps que Pierre essaye quand même, parce que le but c'est quand même de l'avoir, ces applis. C'est quand même très compliqué de vous en parler si on les voit pas. Maintenant, vous êtes tous invités à les télécharger et évidemment naviguer dedans, parce que c'est quand même la meilleure façon de mesurer l'ampleur du travail qui a été produit. Effectivement, quand on parle de 80 personnes, et au-delà, en fait, en réalité, c'est même 400. C'est que toute notre démarche en permanence, il faut s'imaginer qu'on a 20 sites. Donc chaque fois qu'on fait quelque chose, on le fait 20 fois. Et en même temps, évidemment, il y a un tronc commun, et toute l'intelligence de ce qu'a produit Smallbang, c'est d'incarner ce réseau, d'incarner ce territoire, et c'est la notion de lien. Pour moi, je dis le plus important dans ce travail qu'on a produit, c'est l'idée du lien, le lien entre les personnes, le lien entre les sites, et évidemment, numériquement, le lien que produit le numérique entre les contenus. Et ça, c'est vraiment, c'est l'ADN même, qui permet de déployer tout le sens qu'on a voulu donner à ces applications, c'est le lien. Et donc, à chaque fois qu'on a agi, évidemment, on a un tronc commun qui fait qu'on a un réseau, donc on construit un projet, mais comme chaque site a son identité, chaque site a son histoire propre dans cette histoire commune, en fait, la réalité, c'est qu'on fait 20 fois à la marge des choses différentes. Donc, 20 fois. Il y a 2 applis, donc vous multipliez 20 par 2. Et puis, vous avez aussi sur site des agents, des élus. Donc, quand on a des interlocuteurs, en général, on a peut-être 3 agents, puis on a 2 élus. Donc, c'est pour ça que très vite, on arrive dans la co-construction à un cercle qui est tout de suite très large. Et ça, c'est à la fois l'immense richesse de ce travail, mais c'est aussi toute la complexité qu'il y a à faire adhérer, à faire avancer soit 40, soit 80 personnes en même temps pour produire un résultat qui doit sortir à la saison touristique suivante. Parce que là, il y a un impératif économique, d'abord avant d'être politique, je veux dire économique, parce que pour chaque site dont on leur promet quand même depuis 4 ans qu'ils vont avoir des super applis, ils nous croient, mais au bout d'un moment, il faut être crédible. Et en fait, à chaque fois, on reviendra sur, si vous voulez, un peu sur l'envers du décor aussi, parce que vous imaginez bien la complexité qu'il y a à mener ce projet-là. Quand on perd une saison, c'est énorme. Je veux dire, pour une collectivité, une saison entière, c'est toujours l'hypothèse. Ça pose la question de est-ce que je vais renouveler mes agents ? Est-ce qu'économiquement je vais tenir ? Enfin, je veux dire, les enjeux, ils sont sur le terrain, ils sont humains. Je veux dire, ils sont au-delà de dire on fait 2 applis numériques, parce que derrière,
L'enjeu, il est énorme pour ces territoires. Imaginez, alors on parle de Carcassonne où il y a 2 millions de visiteurs. On parle aussi de Termes où il y a 8000 visiteurs et il y a 40 habitants. Vous imaginez ce que représente un budget, on pourra parler aussi de la question du budget, pour une commune de 40 habitants. Voilà. Et l'enjeu que représente la venue, si on est sur 8000, 8500 ou 9000 visiteurs, pour eux, ça change pas tout, mais beaucoup, quoi. Donc il y avait une pression énorme sur la livraison de ces applis. Et donc derrière, effectivement, en même temps, on ne pouvait pas se déconnecter complètement de tous ceux qui la portaient en disant « Ah ben maintenant, c'est l'affaire de spécialistes, ils vont la produire ». Non, non, parce qu'il fallait qu'ils s'y retrouvent, il fallait que ça devienne leur outil, parce que c'est eux, à la fin, qui font tourner... s'ils ne sont pas convaincus de l'intérêt qu'il y a à visiter leur monument avec ces applis, c'est quand même eux qui accueillent les visiteurs et qui disent oh, « Vous avez téléchargé l'appli ? Prenez l'appli, vous allez visiter le monument, après vous reviendrez parce que, tel que c'est conçu, vous avez en fait 90% du temps de lecture, il est, entre guillemets, déconnecté du site. Le temps de la visite, il est presque marginal. Le temps de la visite, de la balade augmentée dans laquelle on va rentrer. La balade augmentée, c'est la charnière entre le volet touristique, la dimension touristique, et la dimension culturelle de cette approche de territoire. Donc, les balades, elles ont été conçues comme une entrée, comme ça, comme une mise en appétit. Et on sait très bien que les visiteurs vont consacrer maximum 1h30 de temps de visite à la visite du monument, parce qu'ils ont prévu d'autres choses dans leur journée, parce que c'est un temps qui est léger. Donc l'écriture, elle se devait d'être légère. Le temps de la visite, il devait s'adapter à la pratique du visiteur et pas l'inverse. Et après, prendre le temps de rentrer dans les contenus, soit c'est en amont, soit c'est en aval. Et là, on rentre dans toute la dimension culturelle de l'appli. Donc ça y est, on a l'appli à l'écran. Voilà, je navigue un peu sur les territoires pour vous montrer donc dans la carte l'étendue de ces 20 sites. À cette réunion mi-avril, donc très très tôt dans la démarche, il y a une guide conférencière qui pose une question tout à fait que je trouve complètement légitime, qui est de dire mais est-ce que cette appli est censée nous remplacer ? On est en plein débat sur la robotisation. Vous savez, il y a beaucoup de métiers qui sont menacés par le fait que des robots ou des intelligences artificielles vont se charger bien mieux que nous de faire les activités qu'on fait. Et ça a été pour nous, en tout cas pour moi, un moment charnière où on a basculé d'une position de méfiance, que je trouve légitime, à une position de co-construction. Pour moi, ça a été un basculement. Et l'échange qu'on a eu avec Marie ce jour-là, en expliquant que, bien au contraire, en fait, ces outils, ils étaient destinés aussi à les aider, enfin, à combler les besoins que eux pouvaient avoir lors des visites pour produire des supports visuels. Là, je voulais vous montrer exprès, voilà, par exemple, vous voyez ici, tout en haut de l'écran, on a une fiche thématique sur les barbacanes et les chicanes. On a plein de fiches thématiques, il y en a plus de 200, mais voyez comment, en fait, on a produit tout un tas d'outils qui sont des photos en surimpression du dessin, et comment on en a produit plus de 160 pour les 20 sites, et en réalité, on a pris les choses telles que les gens les perçoivent, donc ça, c'est l'aspect photographique, et par-dessus, on a fait un travail de documentation pour révéler l'invisible. Mais le siège de l'invisible, en fait, c'est exactement le récit que font les guides conférenciers lorsqu'ils font visiter les monuments aux touristes. Et en fait, là, on voit tout l'intérêt de la co-construction. D'abord, sur les 20 sites, il y a une toute petite minorité de sites qui ont des guides conférenciers. Et ces conférences, vous les prenez, mais seulement à la haute saison, me semble-t-il. Enfin, je parle sous ton contrôle, Vanessa. Mais en gros, disons que c'est un phénomène minoritaire. L'immense majorité des sites n'a pas de guide conférencier. Donc, les applis viennent en lieu et place de toute autre médiation. Donc ça, c'est un enjeu majeur pour ces sites-là. Pour les sites qui ont déjà des guides conférenciers, on a voulu ajuster le tir de manière à ce que, comme à Termes ou à Fontfroide ou à Carcassonne, on puisse proposer aux guides conférenciers qui font le tour, qui font eux-mêmes leur promenade. Et j'oublie de mentionner Montségur, qui est le 20e site qui se trouve en Ariège,
mais qui, pour autant, faisant partie de la grande épopée des Cathares, fait bien évidemment complètement partie des 20 lieux, des 20 monuments traités par les 2 applis de l'acte 2 du pays cathare. En fait, on a travaillé avec les guides conférenciers pour... En fait, ils avaient un peu la liste au Père Noël, quoi. Moi, j'aimerais montrer que, d'abord, en premier lieu, peut-être que vous êtes... ouais, tu veux naviguer Ah non, Montségur. Tiens, mais on va échanger de place, peut-être. Il y a Castrum qui bug, je ne sais pas pourquoi. En fait, le câble est trop petit pour aller jusque-là. C'est pas grave. Juste pour vous expliquer. Mais, par exemple... oui, donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir à penser une narration et un dispositif qui colle avec des très gros sites comme Carcassonne, des tout petits sites comme le musée de musique médiévale du Carcorbe, et des sites qui sont en plein air, donc qui sont pas à l'abri du vent, qui sont pas à l'abri des intempéries. En général, on va dans les abbayes parce qu'on s'abrite quand il fait mauvais, quand il y a du vent, et on va quand il fait beau dans les châteaux, sur les crêtes des Corbières ou de la Montagne Noire. Bien évidemment, il a fallu aussi que nous, dans la médiation, on arrive au bout de certains sujets qui sont épineux, pour pas dire qui font grincer les dents. Par exemple, les châteaux cathares n'existent pas. C'est les châteaux du pays cathare, les châteaux qu'on visite aujourd'hui, qu'on appelle les citadelles du vertige, et qui sont un réseau tout au long des Pyrénées et des Corbières, un réseau de citadelles qui en fait était sur le tracé de l'ancienne frontière entre la France et l'Aragon. Ça, ce sont les châteaux tels qu'on les voit aujourd'hui, sont les châteaux tels qu'ils ont été reconstruits par les ingénieurs royaux. Et avant ça, les châteaux des Cathares ont été tous détruits. Donc, on a déjà une première étape de médiation qui est très importante, qui est d'expliquer que le château qu'on voit aujourd'hui, en fait, il est le témoin d'une histoire qu'on va vous raconter, mais en fait, si on parle des Cathares, alors c'est pas de ce château dont il s'agit. Il s'agit, en fait, avant le château royal, il y avait un château seigneurial qu'on appelle un castrum. C'est un ensemble fortifié dans la culture occitane. Et donc, castrum, c'est le nom du jeu. Mais voilà, il y a des questions de médiation qui sont très fortes, sans compter le fait que, même si ici à Toulouse, l'histoire cathare est assez prégnante, 8 personnes sur 10 à qui je parle du projet en dehors de l'Occitanie pensent qu'on a passé un an à Doha, au Qatar, avec les Qataris, et qu'on a fait une appli pour le PSG. Voilà, ça c'est... mais ça, c'est déjà un début de médiation. C'est-à-dire que, voilà, il y a des choses qui sont quand même extrêmement... il y a des vrais enjeux de médiation. On a choisi de travailler avec des écrivains. Ça, c'est une démarche du studio Small Bank depuis quelques années déjà. Et donc, c'est Cécile Coulon qui a écrit les commentaires des ballades augmentées du côté du guide de voyage. Donc, il y a eu tout un travail préparatoire de documentation qui s'est fait côté Small Bank et Oikos en lien avec nos experts, nos conseils scientifiques. Cécile est venue, à la fin, poser sa narration, poser ses mots qu'on a fait dire à une comédienne. Une balade dans un monument, que ce soit la cité médiévale de Carcassonne ou l'abbaye de Saint-Papoul, c'est toujours 10 stations d'à peu près 1 minute 30. Ça, c'est un usage qui est très important, c'est qu'il y a un peu un contrat de confiance avec les utilisateurs. Voilà, il y a 1 demi-heure de balade, mais chacune des stations renvoie à ce qu'on aurait adoré vous montrer, mais vous allez voir, oui, c'est juste ça. C'est que si ça vous dérange, c'est pour ça qu'on a eu des problèmes techniques. C'est à l'envers. C'est juste à l'envers. Il faut juste tourner la tête. Il faut que tu mettes le son qui est juste là, regarde, sur la coudoir. Il est caché. Bon, mais on va s'en sortir. Vous allez juste tous vous mettre en mode 16-9, mais c'est vous qui faites à la condition que celle-ci se trouve à moins d'1 jour de marche. C'est dans ces domaines agricoles que travaillent de nombreux convers. Mais Fontfroide a connu une expansion sans égale. 30 000 hectares, 24 granges, 20 000 têtes de bétail. Ces chiffres sont colossaux. Dans ce vaste domaine... Il ne faut pas que je sois attachée bien, en fait. Ah, pardon. Parce qu'il faut... En
fait, le principe de cet outil-là, qui est très spectaculaire, c'est d'être une sphère à 360 et une sphère à 360 et donc on se balade dans l'image. Alors si je suis attachée, je ne peux pas me balader dans l'image. Déjà que vous devez tourner la tête. Alors si en plus, donc on reprend. Voilà, donc voilà un outil donc qui donne à voir interactif et donc je recommence. Vous êtes prêts? Prêt. Et là, il veut plus mettre le son. Le son, il veut plus. Il aimait bien être attaché. Il aimait bien être attaché, tu crois? Parce que ce que je veux vous montrer, c'est que du coup, en me baladant dans la sphère, je retrouve ce qui est lié aux commentaires. Bon, il veut pas. Non, mais vous êtes clément, vous êtes gentil. C'est pas vous savez très bien comment c'est. Vous savez comment ça se passe. Mais voilà. Mais par exemple, ça, j'en profite. Je meuble intelligemment, si ça vous va, la petite pause technique. C'est que en fait, dans l'appel d'offres, il y avait une demande de réalité augmentée. Et du coup, voilà, ça, je voudrais revenir un peu là-dessus. La réalité augmentée aujourd'hui, elle est réservée à des endroits où on a de la connexion. C'est pas du tout le cas ni dans la Montagne Noire, ni dans les Corbières, ni dans beaucoup d'endroits dans l'Aude. Et c'est réservé aux téléphones de dernière génération. Uniquement entre les murs de l'abbaye. Celle-ci possède un grand domaine. À l'époque, les abbayes peuvent posséder des terres à la condition que celles-ci se trouvent à moins d'1 jour de marche. C'est dans ces domaines agricoles que travaillent de nombreux convers. Mais Fontfroide a connu une expansion sans égale. 30 000 hectares, 24 granges, 20 000 têtes de bétail. Ces chiffres sont colossaux. Dans ce vaste domaine, certaines terres atteignent même la frontière avec l'Espagne, ce qui éloigne considérablement les convers. Il devient alors plus compliqué de les surveiller, d'autant plus que certains se relâchent un peu pour rester polis. Il faut donc les muter, pour qu'ils ne tissent pas des liens, de quelque ordre que ce soit, avec les habitants aux alentours. Après votre visite, n'hésitez pas à monter sur la colline pour admirer le panorama et voir l'étendue des terres. Voilà, donc ces monocles magiques, en fait, c'est notre proposition un peu low-tech de réalité augmentée. Ce sont des photos 360. Et en fait, ça pèse pas lourd, c'est fiable. Et on a dessiné par-dessus. Et on a permis aux utilisateurs de se trouver dans un espace 360 autour d'eux, avec une photo qui pèse, le fichier source pèse 17 mégas. Et ensuite, nous, on l'a beaucoup traité. La dernière version de Photoshop permet de travailler directement sur des assets à 360. Et en fait, c'est aussi une réponse à deux choses. Les difficultés de connexion sur place. Le département a fait en sorte que les sites soient reliés au Wi-Fi, mais quand bien même, nous, on trouvait que c'était vraiment intéressant de ne pas demander trop de choses au téléphone. Et bien sûr, les applis, elles sont rétrocompatibles sur des téléphones qui ont été achetés il y a 3 ans par leurs utilisateurs. Et ce qu'on trouve hyper important, parce que la réalité augmentée, il faudrait être en ville, avoir de la 4G, et un téléphone acheté après septembre 2018. Donc ça, pour nous, c'était une question d'accessibilité qui était très importante. Vous voyez ici une autre illustration du travail qu'on a fait, juste de dessiner le récit dans le lieu tel qu'il est visité par les utilisateurs. On a eu une démarche, on peut dire, pour toutes les stations du guide de voyage, donc il y en a 200, 10 x 20. Pour toutes les stations du guide de voyage, on a décidé de partir d'une expérience sensible. On n'a pas voulu discriminer les utilisateurs et tout de suite leur parler d'histoire ou d'architecture ou de paysage, parce que y a des gens qui savent, il y a des gens qui ne savent pas, il y a des gens qui arrivent avec un énorme bagage et qui connaissent très bien la différence entre les cisterciens et les bénédictins. Il y a des gens qui savent exactement où se situent les croisades contre les cathares et l'Inquisition dans leur frise historique. Et puis il y a des gens qui peuvent confondre pas de siècles, de millénaires. Et donc, on a décidé que tout partirait d'une expérience sensible. Pour rentrer dans une station, on voit quelque chose, on touche quelque chose, on sent une odeur,
Et c'est par cette expérience sensible qu'on commence à raconter l'histoire. Donc tout le monde, ou pratiquement, est doté de ses propres sens. Et en fait, c'est comme ça qu'on commence les récits. Je pense que c'est quelque chose qui est pas forcément comment dire, très visible dans l'architecture finale, mais qui est systématique et qui, d'après moi, permet aux gens de ne pas se sentir complexés face aux récits et aux narrations qu'on propose. Je voulais juste, est-ce que peut-être on pourrait revenir à l'accueil pour détailler un petit peu les différentes manières d'entrer, parce que effectivement c'est très très riche. Et il y a l'entrée lieu d'exception dont tu parlais avec. Voilà, donc ça c'est les 20 monuments. Voilà, qui était une donnée de base, juste pour. Voilà. Pour alors peut-être, Vanessa, si tu peux aller sur la carte pour vous montrer qu'il y a toujours la relation de la carte et du territoire. Et en fait, dans la carte, on a permis, on a rendu possible la navigation par site ou la navigation territoriale. En fait, ça semble pas grand-chose, mais quand on ne connaît pas et qu'on est... donc c'est une application qui est traduite en 5 langues, anglais, espagnol, allemand, français et catalan. Et quand on est, je dis n'importe quoi, par exemple, un utilisateur allemand, dans le fin fond de la Bavière, ne connaît pas forcément le territoire. Et donc, il peut quand même circuler sur la carte, se projeter dans un hypothétique voyage et aller de site en site en naviguant plutôt avec les petites fiches qui sont en bas, qui sont reliées bien sûr au territoire, ou alors quelqu'un qui connaît fort bien le territoire, qui habite à Limoux par exemple, pourrait directement arpenter le territoire par la carte. Bon, bref, ça c'était pour vous montrer qu'il y a plein de façons d'arriver au site. Si on revient à la page d'accueil, effectivement, on a un peu tout notre édifice éditorial. Donc, il y a 20 sites et il y a 11 fresques. Alors là aussi, si on ouvre les fresques, on va vous demander de tourner la tête. C'était toutes les raisons pour lesquelles on avait besoin d'un ordinateur à côté. Ces fresques, elles sont vraiment... Bon, ben voilà, c'est comme ça. Alors, oui. Oui, vas-y. Ah, oui. Attends, Celle-ci, vous pouvez la voir à l'endroit, elle est dehors, monumentale. Voilà. Dans la cour. Dans la cour de Bellegarde. C'est pour ça que je vous la montre. Vous n'aurez pas besoin de tourner la tête. Mais en fait, ces fresques, il y en a 10, ça représente 8 mois de production. C'est un travail, c'est vraiment un travail d'encyclopédie visuelle, moi je pense qu'on peut dire ça comme ça. Il y a à peu près 200 heures d'ateliers, de validation, de co-conception pour faire toutes ces fresques. Et en fait, c'est tout l'intérêt d'avoir une appli pour 20 sites et pour un territoire. C'est que les 10 fresques, qu'elles parlent de géologie, d'histoire, de viticulture, de paysage, de faune, de flore, d'ordre religieux ou de symbolique religieuse ou de conflits historiques, ces fresques-là, elles racontent ce qui est commun aux 20 sites et ce qui crée justement une culture sur un territoire. Et ça, c'est vraiment un outil qui, pour nous, est cardinal dans l'appréhension de la visite, qu'on le consulte avant la visite, pendant la visite ou après la visite. Et c'est en ça que Smallbang a répondu à la commande du département, la narration du territoire, la notion de réseau, la circulation des publics entre les sites. Ce qui est pour nous une réalité matérielle sur le territoire de vie à la fois locale et touristique, prend la forme de ces outils-là, ces outils-là prennent cette forme du territoire, incarnent cette circulation dans le territoire par la circulation dans les outils et par la manière dont sont conçus les outils. Et c'est en ça que Smallbang a vraiment... n'est arrivé, même si Pierre dit, quand ils sont arrivés, il y avait déjà un dossier de 180 pages qui était constitué, mais tout a été du sur-mesure, c'est-à-dire que tout a répondu à notre commande. Il n'y avait aucun, outil prédéfini, rien n'est arrivé de manière collée en prêt-à-porter sur ces applis-là. Alors, ceci dit, Smallbang avait déjà développé des formats, pour le coup, type Falena, et dont ils nous ont aussi fait profiter. Et ça, c'était utile parce que l'outil numérique, le format numérique de Falena, donc cette fameuse bande défilée dont on retrouve ici le mode de fonctionnement, répondait complètement
aux besoins qu'on avait effectivement définis ensemble de comment on incarne ce territoire, comment ces contenus font sens pour témoigner du réseau. Et voilà, c'est en ça que Smallbang a mis à disposition du projet des outils qu'ils avaient déjà conçus, mais tout répond vraiment à l'ADN du projet, c'est-à-dire incarner le lien entre les personnes et les espaces. Et c'est vrai que c'est un format qu'on retrouve aussi dans le jeu. Ce que tu disais tout à l'heure, oui. L'introduction du jeu. C'est une bande défilée. C'est une bande défilée. Là, pour le coup, c'est la même grammaire que Falena. Et c'est une. Donc, le jeu, lui, il a été écrit par Norbert Merjanian, qui est un auteur de science-fiction qui est publié par les éditions La Volte, la même maison d'édition que Alain Damasio. Et Norbert, il est hypermnésique. Il a une pensée encyclopédique. Et lui, il a été une équipe de 10 dans sa propre tête. Il s'est complètement documenté. Il est assez impressionnant dans sa manière de travailler et il est devenu Qatar. Voilà. Il est devenu, je veux dire, il a complètement fait infuser toute l'histoire. Et le jeu, donc, qui s'appelle Castrum, ça démarre avec une bande défilée et on est un Fedi. Voilà, c'est ce que je voulais te dire discrètement, mais que maintenant tout le monde constate. Et sur le mien, il faut le retélécharger, c'est un cauchemar. Alors, c'est gratuit, vous pouvez le télécharger. Vous téléchargerez le jeu. Et ça ne bug pas. Et donc, oui, t'as vu, presque. Tu peux, ouais. Faisons ça discrètement. Ouais, voilà, super. Alors, je sais pas quoi, je sais pas, je sais pas. Ça marchait. C'était ouvert, c'était parfait, on a tout testé, c'était bien. Il faut peut-être redémarrer le téléphone. Donc le jeu commence par... on va parler un peu du jeu peut-être, c'est bien. On va parler un petit peu du jeu, puis après on prendra quelques questions. Il nous reste quelques minutes, donc pas beaucoup de questions. Mais on parle un petit peu du jeu, ouais. Allons-y. Non mais en fait, vous allez, si ça vous intéresse, vous pouvez le télécharger et le découvrir par vous-même. Le jeu, il est... vous incarnez un Fedi, c'est-à-dire un seigneur occitan qui a été dépossédé de ses biens par les armées croisées. Et le Fedi prend la clandestinité. Si, tu hoches de la tête. C'est pas ça ? Complètement. Et donc, donc vous incarnez ce Fedi, vous êtes dépossédé de vos biens par les armées croisées. Pour autant, vous êtes un seigneur et vous trouvez refuge dans une tour seigneuriale qui appartient à votre famille, que les armées croisées ne connaissent pas. Et dans cette tour, vous allez redévelopper tout un castrum. Le castrum, vous le développez en arpentant le territoire et en ayant des missions qui vous conduisent d'un site à l'autre. Et vous commencez par Carcassonne et vous finissez par Montségur. Et vous avez une visite à distance, toujours avec l'idée du monocle magique. On tenait énormément à ce que dans le jeu, qui ne se fait pas sur place, on ait une découverte du lieu. Donc là, vous voyez de façon photoréaliste, un peu retravaillée graphiquement, mais de façon photoréaliste, vous découvrez les lieux et vous y trouvez des objets. Pardon. Ces objets que vous collectionnez, en fait, vous allez pouvoir les cuisiner entre eux. C'est un atelier de craft. Le crafting est un format de jeu vidéo qui fait un carton dans le monde entier. Il y a des centaines de millions de joueurs, mais surtout, il y a des centaines de millions de joueuses. On a voulu retenir des modes de jeu pour des joueurs occasionnels qui n'étaient pas genrés et qui ne s'adressaient pas plus aux garçons qu'aux filles. Merci. Qui ne s'adressaient pas plus aux garçons qu'aux filles. Et le craft, en fait, c'est tout simple. Vous allez récolter du feu et de l'eau. Et en fait, avec le feu et l'eau, vous allez pouvoir faire bouillir de l'eau et préparer des infusions avec des plantes que vous aurez récoltées ailleurs. Voilà. Et en fait, vous cuisinez la culture locale. Et pour nous, ça a été un véhicule. Donc ça a été pensé très collectivement, mais c'est Harold Oswald, notre game designer, et Norbert Merjanian, l'auteur, qui ont conçu plus de 400 petites recettes dans l'atelier de craft, qui vous permet de faire un peu faire le tour de la culture occitane par le jeu. Et en fait, ça vous permet aussi par exemple, de crafter la Bible occitane. La Bible occitane, c'est une des raisons, une des clés de compréhension de ce qu'était le catharisme à cette époque-là, donc au début du XIIe siècle en Occitanie. Les cathars, donc le clergé cathare, les parfaits,
on traduit les saintes écritures du latin vers l'occitan. Et c'est pour ça qu'ils étaient extrêmement populaires dans les villages, c'est pour ça que les paysans les écoutaient beaucoup et que en fait, tout le monde les adorait. C'est parce qu'ils ont permis aux gens qui ne savaient pas, bien sûr, qui ne connaissaient pas le latin, de ne plus avoir une relation magique avec un livre qui vous menaçait de vous punir si vous vous comportiez bien ou mal. Et donc, ça a damé le pion de l'Église catholique et romaine, et ça a rendu clair et explicite le contenu des évangiles. Eux, ils étaient beaucoup sur les évangiles, mais ils les ont traduits. Par exemple, dans le jeu Castrum, on finit par... C'est un des trucs les plus durs. Il y a une solution en ligne. Si vous jouez à Castrum, sachez que toute la solution est disponible sur Internet. Vous faites Castrum solution, vous trouvez. Mais une des choses les plus dures à concevoir dans l'atelier de craft, c'est justement cette Bible occitane. Et c'est tout l'intérêt du jeu que... à travers sa modalité vidéoludique, de faire comprendre aux joueurs, quel que soit leur âge, que la Bible occitane, c'est ce qui est la raison pour laquelle le catharisme s'est à ce point répandu dans le sud de la France à cette époque-là. Voilà. Une fois que vous avez fini de visiter les 20 lieux et de récolter tous les crafts possibles et que vous avez été au bout de l'atelier de craft, avec toute une narration, et au fur et à mesure, vous débloquez des fiches historiques et vous comprenez en fait l'histoire, la grande histoire avec des faits réels qu'il y a derrière la petite histoire du Fédi et de ses compagnons. Une fois que vous avez terminé ça, il ne vous reste plus qu'une seule modalité de jeu pour finir le jeu, c'est de vous rendre sur place et de débloquer. Les seuls contenus qui sont géobloqués, c'est 5 mini-jeux par site, donc il y en a 100 en tout. Et en fait, c'est une autre modalité de visite. Et dans Castrum, on essaye comme ça de permettre à chacun de démarrer son expérience de jeu à distance pour donner envie, évidemment, de se rendre sur place. Ces monuments sont exceptionnels. Nous, on n'a pas cessé de s'émerveiller de cette histoire et de ces monuments. Juste pour vous dire, et pour conclure, il y a plus de 300 personnes qui ont été impliquées. Nous, on était une équipe de 50 personnes, avec plus de 26 métiers à l'intérieur de cette équipe pendant 14 mois. Du côté du département, les parties prenantes du projet, si on compte, là, je ne compte que les personnes qui ont assisté à un atelier, qui ont passé 1 heure, 2 heures, 3 heures, une après-midi ou un jour entier avec nous à réfléchir à comment est-ce qu'on allait faire ce travail. Il y en a plus de 300. Et par exemple, Jean Blanc, qui est un ancien archiviste des archives départementales et qui chante le grégorien dans les applications, oui, il y a toute une production de musique originale qu'on a fait en enregistrant les instruments médiévaux dans une chapelle avec un audois merveilleux, fantastique, qui a permis à Côme Jalibert et Martin Bessin, nos 2 compositeurs, d'enregistrer en vrai tous les instruments qui ont été ensuite samplés dans des musiques que vous découvrirez dans le Castrum, qui sont des musiques originales, qui s'appellent le Jardin des Samples, en hommage au Jardin des Simples, qui étaient les jardins médiévaux dans lesquels on faisait la pharmacopée. Jean Blanc, il a un téléphone, mais pas de smartphone. Et il n'a pas d'email. Donc Jean Blanc, qui est un mec absolument incroyable, qui a chanté dans les abbayes, le grégorien, etc., on a, pour la première fois de notre existence à Small Bang, imprimé des pages, on a mis les documents dans une enveloppe, on a mis son adresse et on lui a envoyé, et il nous les a renvoyés corrigés au stylo rouge. C'était ça aussi la co-construction, et c'est aussi, ça nous a ému que à côté de Basecamp et de tous nos outils super efficaces, on ait aussi ce genre de relation avec Jean qui a amené au moins, non, je ne vais pas dire ça, mais il a amené beaucoup d'intelligence au projet, et surtout il nous a donné des clés de lecture que dans notre équipe on n'avait pas du tout, qui étaient les clés de lecture liturgiques dans les abbayes. Il nous a appris, transmis et renseigné sur tout ce qui avait du sens d'un point de vue liturgique dans l'approche des abbayes. Le fait que l'architecture d'une abbaye, elle est faite pour résonner, pour faire résonner la voix. Et que tout, dans une abbaye cistercienne ou bénédictine, en fait, a sa place, trouve sa place et sa raison. Et en fait, ça nous a vraiment permis, je crois... Je pense qu'on était assez bien sur nature, paysage, histoire. Franchement, sur l'histoire religieuse et l'approche de l'histoire religieuse, on a vraiment énormément appris et on était les premiers utilisateurs. On a juste, enfin voilà, maintenant vous allez utiliser peut-être l'application. Nous, ce que vous allez vivre là, nous on l'a vécu 1 an avant vous, mais en fait on était exactement dans la même position d'émerveillement et je crois que c'est un moteur du projet vraiment très puissant, quoi.
Les gens, enfin, on a fait une fête à la fin au studio à Paris. Ça a fini à 2h du matin et il y avait 8 personnes en larmes. C'était beaucoup. Enfin, c'est des belles aventures, quoi, collectives. On était beaucoup tous en larmes. C'est un joli mot de la fin, parce que je crois que là, on me fait des signes pour me dire que c'est terminé. Donc, on ne va pas avoir le temps de prendre de questions, je suis désolée. Mais c'est l'heure du déjeuner et on va déjeuner en bas. Okay. Merci encore à tous. Merci à Pierre d'être venu de Paris. Merci à Vanessa d'être venue de Bram, de Carcassonne. Ouais. Et donc, je vous propose de poursuivre. Enfin, j'imagine que vous avez des questions. Je suis désolée qu'on n'ait pas le temps, mais c'est vrai qu'avec les problèmes techniques, on a pris pas mal de retard. Je suis désolée que vous n'ayez pas le temps de discuter là tout de suite comme ça. Mais donc, encore une fois, on déjeune tous dans la cour. Donc, n'hésitez pas à venir voir Pierre, Vanessa et à poursuivre les discussions. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.